Les hommes de joie. Les hommes de joie, le podcast. Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Je m'appelle Frédéric Marr et cette respiration me passionne. Cet épisode est un florilège en 2 parties des 5 premiers épisodes. Dans cette première partie, nous évoquons la perte et la reconquête de la joie. Vous allez découvrir Satyavrati Yogi, Michel Zipper, Jacques Lucas, Philippe Guimand et Bruno Giuliani, des hommes, vous allez l'entendre, tellement différents. Et pourtant, en les écoutant, on comprend vite que derrière des formes variées en surface, la joie profonde et inconditionnelle est la même pour tous. Quel est notre cadeau de naissance et que malgré parfois certains voiles et obstacles apparents, elle est toujours là. Ce jeu des similitudes et des différences par le paradoxe nous enseigne dans le subtil. C'est en ressentant qu'il y a une variété de parcours et de perspectives que je peux m'autoriser, m'engager pleinement sur mon propre chemin de retour à la joie. Je vous invite à faire des pauses régulièrement pour répondre par vous-même à ces quelques questions et pour vous permettre de ressentir pleinement l'impact que peuvent avoir certains témoignages en vous. C'est quoi la joie pour vous ? La joie telle que je la ressens aujourd'hui, je la ressens vraiment tellement fort quand je ferme les yeux, parce que cette réalité ultime qu'on est, c'est une joie qui est amour, qui est d'une puissance indescriptible. En fait, c'est cette puissance qui a créé l'univers. Donc ça, à la source de ça, c'est une joie, c'est une conscience de joie, une conscience d'amour, une conscience de félicité. Joie, pour moi, ça se met en parallèle avec foi. C'est-à-dire que la joie est connectée à la foi. La foi en l'amour, la foi en la vie, la foi en du grand à l'intérieur de soi, dans la relation aussi, et surtout en lien, en connexion avec le grand tout. Donc pour moi, foi et joie sont liés. Pour moi, la joie, c'est une énergie que l'on reçoit, alors que l'amour, c'est une énergie qu'on donne. Et c'est la même en fait. Et le fait de recevoir, on ne sait pas d'où elle vient, donc elle n'a pas d'objet, tandis que le fait de donner, là, elle prend un objet, c'est l'amour. Alors là, tu réinvestis ta joie sous forme d'amour en le donnant à quelqu'un, à une œuvre, à quelque chose. Enfin, bon. L'amour, c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une vibration qui est la même et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient, se savoure elle-même, tu vois, s'apprécie elle-même. Et donc ça passe par tous les sens. Et si tes sens sont frustrés, si tes désirs sont frustrés, il n'y a pas la joie, quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Donc je pense qu'on est en train de changer le relationnel pour découvrir une autre joie beaucoup plus profonde, qui est celle de découvrir mes limites et de les abandonner. Là c'est de la vraie joie. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Les 5 premiers épisodes cumulent déjà en 3 mois plus de 40 000 vues. Une autre statistique m'amuse beaucoup. La majorité des auditeurs des hommes de joie, les 2/3 des auditeurs, sont des auditrices. Est-ce les hommes, la joie, ou la réunion pas si courante des deux qui intéresse les femmes ? L'intime ferait-il peur aux hommes ? L'aspiration à la joie serait-elle plus féminine que masculine ? Quelle aspiration alors est plus importante pour les hommes ? Je suis vraiment intéressé d'avoir vos commentaires sur ce sujet pour créer ensemble la suite de ce podcast. Cette audience féminine ne me surprend pas. Depuis mes premiers ateliers dédiés aux hommes, environ 2 hommes sur 3 y participent sur la recommandation d'une femme de leur entourage. Merci à elles, celles qui m'envoient des hommes, mais d'une manière plus générale, merci à toutes les femmes, et la mienne en particulier, qui nous inspire à rejoindre cet espace de la joie vers lequel elle nous guide si souvent avec grâce et patience.
Si, comme je le constate, nous sommes nombreux à nous être engagés sur ce chemin grâce et avec les femmes, nous aborderons à la fin de la deuxième partie les vertus de cheminer entre hommes, d'ouvrir, à l'instar du réveil corps-conscience que je propose, des espaces dédiés spécifiquement à l'éveil de la conscience et au réveil de l'énergie au masculin. Revenons à ce florilège d'hommes de joie. Est-ce que vous étiez un enfant joyeux ? J'étais le désespoir de mon père parce qu'il disait toujours que la terre peut s'écrouler, toi, tu seras toujours cool. Je ne peux pas prendre le drame au sérieux, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça, fondamental. Ouais. C'était ma nature, ça, je le dois qu'à un cadeau, quoi. J'ai pas travaillé là-dessus. Ça, C'était toujours là, ouais. Et puis c'est toujours là, d'ailleurs. Ah ben là, oui, parce que là, ça s'écroule et je pense qu'on est de plus en plus à rigoler, quoi, parce que c'est inéluctable, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez invoquer un souvenir d'enfance où vous étiez particulièrement en joie et qui vous connecte à cette énergie maintenant ? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'étais petit, j'avais peut-être 2-3 ans, puis je grimpais, enfin peut-être pas 2-3 ans, mais dès que j'ai pu grimper aux arbres, donc peut-être 3-4 ans, je sais pas, j'ai marché assez tôt, mais j'adorais grimper aux arbres. Et il y avait comme une découverte sensorielle et une sorte de liberté de pouvoir monter sur les arbres. Et ça, c'était vraiment des moments de vie, de joie, de légèreté, de fluidité que j'aimais beaucoup. En fait, quand j'étais vraiment petit, quand j'étais enfant, j'adorais bouger. Et le fait de bouger, de courir, de pouvoir disposer de ce corps, des sensations, c'était quelque chose qui me rendait vraiment joyeux, qui me mettait en joie. Ça, c'est un souvenir qui me vient à l'esprit. Et puis, l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est quand ma maman me lisait des histoires avant de dormir. Alors ça, c'est une joie, mais c'est plus imprégné de douceur, de sécurité. Ce sont des moments très joyeux mais pour moi, c'était vraiment une période de vie où je dirais que la conscience de moi-même, elle était là, mais elle était encore très liée, très connectée au vivant. Donc il y avait une sorte de fluidité naturelle, il n'y avait pas encore plus cette construction un peu plus mentale de mon identité, et il n'y avait pas non plus peut-être quelque chose qui observait ou qui avait besoin de se protéger. C'était juste, il y avait une fluidité vivante en fait, et ça, c'était très joyeux. J'ai l'impression que c'était joyeux aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement sécuritaire en fait. Donc j'étais aimé par mes parents, donc c'était là. Il y avait une joie qui émanait aussi du fait d'être dans un environnement aimant. Non, enfant, j'ai cherché depuis que je sais que... non, sans blague, je n'ai que des souvenirs de tristesse. Alors, je ne suis pas abattu de tout ça, bien sûr, j'ai travaillé, puis il y a quand même eu, à un moment donné, des switches. Mais bon, le contexte familial, le manque d'amour, non, enfant, non. Mon premier souvenir remonte peut-être à 15 ans, de vraie joie. Quand je parle de joie, c'est vraiment quelque chose qui me remplit d'être, qui me fait vibrer. Alors bon, c'est après avoir fumé un pétard avec mon frère, un des tout premiers pétards que j'ai fait fumer. Et à un moment donné, j'ai senti de l'amour et j'étais dans une exaltation. Je me disais, il faut aller dire aux gens
Donc j'avais envie de partir dans la rue et de leur dire qu'on était tous frères et sœurs, que c'était beau, etc. etc. Ça a été un moment très dense, bon, très mystique, sûrement influencé par le hashish, ouais, ou l'herbe, mais en tout cas qui en termes d'expérience a été assez fondateur d'un repère de ce qu'est la joie. Ouais, le jour où j'ai appris à nager, je pense. Pas que ce jour-là, mais les vacances que je passais sur la Côte d'Azur avec mes parents, les cousins, la famille, des amis. J'avais autour de 6 ans. Il y a très longtemps. Mes parents habitaient dans le Nord. Même pas à Paris. Hein. Enfin si, à Paris, au nord de Paris. Et tous les étés, ils allaient sur la côte. Et c'était vers Sainte-Maxime, Cogolin, Saint-Tropez, pas Saint-Tropez, mais en face. Et c'est quand j'ai appris à nager. Et puis c'est aussi... Et quand je jouais aux boules, à la pétanque, on faisait des concours de pétanque, et avec mon frère, on gagnait des concours de pétanque. Tu dirais, c'est quoi les qualités de cette joie ou les qualités de cet enfant à ce moment-là en joie? Quelle qualité d'être tu pourrais nommer qu'il y avait dans cet enfant à ce moment-là? C'est difficile à dire parce que j'ai pas creusé ça. Ce sont mes rares souvenirs de jeunesse qui sont des bons souvenirs, mais j'ai pas creusé la joie correspondante. C'est pas le genre de joie qui correspond spécialement à mon être. Enfin, ces plaisirs-là, c'était des plaisirs. Ce sont les bons moments dont je me souviens dans ma jeunesse, mais sinon, moi, ma jeunesse, j'ai été un sage pendant ma jeunesse. Et j'avais des joies intellectuelles, probablement. Je lisais beaucoup, bien sûr, la lecture. La lecture des philosophes m'a mis en joie. Il y a différents types de joies. Les joies les plus intenses que j'ai vécues quand j'étais jeune, enfant, c'était en lien avec la sensorialité. Donc je t'ai dit, apprendre à nager. Le fait de nager, le fait de jouer aux boules, le fait les repas de fête en famille, le fait de manger. Enfin bon, moi j'ai tous les plaisirs de la vie. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie tous les plaisirs de la vie. C'est pas ça que j'ai creusé. C'est pas ça qui m'a fait découvrir l'essence de la joie, ni l'essence de mon être. Mais c'est ces plaisirs sensoriels et la joie du partage correspondante qui m'a... ça donne de l'énergie quand même. Je m'aperçois qu'il y en a deux types qui arrivent tout de suite. Il y a les joies profondes que j'avais en étant seul, dans les moments de lecture, dans les moments d'introspection, où d'un coup il y avait des sortes d'éveil intérieur, comme c'était génial d'être vivant. Parce qu'en général, j'étais pas joyeux du tout moi, quand j'étais enfant. J'étais plutôt en déprime permanente. T'as quel âge là? À partir de l'âge de 4, à partir du moment où j'étais à l'école, quoi. 4-5 ans, je me suis dit que j'étais dans un monde de fous qui m'obligeait à aller à l'école et ça c'était pas du tout, ça me plaisait pas du tout. Et donc quand je me retrouvais intérieurement dans des espaces de sortie de la déprime, c'était waouh. C'était les moments qui duraient pas beaucoup. Et sinon, essentiellement, ça a été le sport et la musique.
les moments où j'étais en train de faire du sport. Et la musique, c'est là que tout d'un coup, je vivais la libération de cette tristesse que j'avais et que je vivais l'expérience de la joie. Donc le collectif, l'émulation dans le collectif. Parce que j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 5-6 ans. Donc le fait de jouer du piano, de chanter, puis après la guitare, et dès que je me retrouvais dans l'espace de chansons et d'allégresse, tu vois, de la fête, là tout d'un coup la joie arrivait. Si je regarde bien, j'ai une grande joie qui illumine mon enfance, c'est vers l'âge de 5 ans, où dans la cour de l'école, tout d'un coup, je me suis éveillé au fait que j'étais un être spirituel, conscient, libre, et que tout ce monde autour de moi était une sorte de décor où je voyais que tous les autres dormaient. C'était autant les adultes que les enfants qui vivaient mécaniquement. Et donc ma plus grande joie d'enfant, c'est quand je me suis aperçu qu'il était possible de vivre cette joie intérieure qui ne dépendait pas de l'extérieur. Et donc ça a duré une sorte de petite illumination qui a duré quelques minutes. Et toute ma vie, j'ai essayé de retrouver cet état. Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion se déployer, dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. En fait, c'est intéressant ta question parce que en fait, je ne me la suis jamais posée. Hein. Je la prends pour un fait accompli, donc c'est bien ce que je viens de dire. Hein. C'était tellement partie de ma nature que je pense que c'est un acquis, quoi. C'est quelque chose que j'ai hérité et pas génétiquement. C'est d'ailleurs, quoi. Voilà. Donc je pense que ça a à voir avec mon âme. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé. Donc du coup, non. Okay. Non, je pense qu'au contraire, c'est ce qui m'a permis de risquer des situations dramatiques, disons perçues par tout le monde, prendre le risque quelque part au fin fond, sachant que c'était qu'un game, quoi. Enfin, il y a quelque chose qu'au fond j'ai toujours considéré, la vie c'est un jeu, et il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant, on apprend le jeu en fait, on n'apprend pas à gagner ou à perdre, on apprend à jouer. Après, moi ce que j'ai découvert là, si tu veux, c'est que il y a une profonde tristesse à vraiment voir la vie comme elle est dans sa totalité, qui est à mettre à égalité dans la balance de la joie. C'est le chemin du guerrier quand il ouvre les yeux sur le drame possible. Je ne dis pas qu'il est là, le drame. On est toujours, en anglais on dit on the edge, je ne sais pas comment dire en français, au bord de la falaise de la catastrophe. Ah oui, mais ça, c'est un principe constant. Je pense quand tu t'éveilles, tu vois que le risque de la catastrophe, il est constamment là, mais sauf que ça n'arrive pas. C'est ça qui est phénoménal. Ça n'a jamais arrivé, parce que même si on considère l'extinction des espèces, l'extinction d'une humanité, une civilisation qui s'écroule, les hommes qui disparaissent, patata, à la fin, c'est pas une catastrophe, parce qu'on est là. C'est un fait. Mais sans l'anticiper, ça me motive, c'est l'inverse. L'automotivation, elle vient du fait que tout pourrait s'écrouler et que moi je choisis de servir le côté où ça ne va pas s'écrouler. Voilà. Mais ce n'est pas une réaction, je ne suis pas réactionnaire à changer les choses à l'extérieur. J'ai choisi mon parti de contribuer à la permanence et pas à ce qui peut s'écrouler. En gros, c'est ça. Parce que ce n'est pas non plus, je pense, si simple d'accepter d'être béni et de vivre en joie. Du coup, ça comment on dit, éradiquer. Éradique, ouais. Ça rase toutes les raisons de pas être juste, d'être à peu près, des excuses pour ces manquements, cette fêlure. Et en fait, on accepte les fêlures, comment on dit, les échecs. En fait, on accepte d'être en échec alors qu'il n'y a pas d'échec. Moi, je ne peux pas accepter d'être en échec.
Mais à tout moment, quand tout était au bord effectivement du gouffre, bah, j'étais pas dans l'échec. Oui. J'étais pas dans l'échec. Donc c'est ça le sens de l'humour, c'est même aux moments les plus dramatiques, il y a un sourire intérieur qui te fait voir l'image en disant mais on veut me faire croire ça. Tu vois. Donc plus tu t'approches d'une expression extrême de la réalité, plus tu peux aussi réaliser que c'est une illusion parce que c'est tellement gros. Ou alors tu te fais bouffer parce que si tu y crois, t'es mort. Voilà. Donc il y a quelque chose à croire dans l'essence de ce que je suis et pas dans toutes les projections qui se manifestent tôt ou tard par nos incohérences, nos limitations, parce qu'on en a tous, donc on va forcément assister à des scènes qui sont pas possibles, quoi. Et qui nous concernent, parce qu'elles renvoient à un écho des conséquences de notre positionnement. Mais après, tu peux aussi réaliser que ça, c'était pas moi. Et ce qui se passe là dans la réaction de tout l'univers autour de toi, il veut vraiment te dire, alors, t'y crois à l'illusion ou t'arrêtes? Tu vois, Et là, faire le sacrifice de s'être empayé avec l'illusion et de abandonner ça et reprendre son énergie en disant merci, tu vois, là, c'est géant. Cette joie, est-ce que vous l'avez toujours conservée ou il y a des moments où vous en êtes écarté ou peut-être vous l'avez perdue? C'est intéressant que tu me poses cette question parce que je ne me la suis jamais posée en ces termes. J'ai un ami, je connais quelqu'un qui a vécu un éveil profond assez jeune aussi, comme moi dans la vingtaine. Et lui vraiment, ce qui était très marquant chez lui, c'est cette joie qu'il a conservée assez longtemps. Et puis la perte de cette joie et le fait de la retrouver. Là, tu m'amènes, je dirais, tu me fais poser le regard d'une manière un peu différente sur ce que j'ai vécu. Donc je n'ai pas ressenti de perte en fait, où je ne me suis pas dit ah j'ai perdu cette joie, il faut que je la retrouve. À un moment elle n'était plus là, puis il y avait d'autres choses. Il y avait le flot de la vie, mais c'était différent. Et puis je dirais que pour moi, la poursuite ou le fait de retrouver cette joie, ça n'a jamais été un moteur. Donc elle n'était plus là, il y avait d'autres choses, mes intérêts étaient différents. Et ce qui m'intéressait plus, ce qui m'interpellait, c'était de découvrir c'est quoi la vie, c'est quoi cette vie dans laquelle on vit, qu'est-ce qu'on est fondamentalement, comment l'univers est devenu ce qu'il est devenu. Donc j'étais plus centré sur un questionnement métaphysique que sur le fait d'avoir envie de retrouver cette joie. Je dirais même que pour aller au bout de ce questionnement métaphysique, ça c'est plus tard, j'aurais été prêt à sacrifier la joie. Dans le sens que ce que je voulais c'était la réalité. Et comme je ne savais pas ce qu'elle allait être, si c'était pas cette joie que j'avais connue, c'était ok, parce que ce que je voulais c'était ce qui était réel, ce qui était vrai. Mais voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai vécu une nostalgie de la perte d'un état vraiment joyeux et fluide d'enfance. Et puis, arrivé chez moi, chez mes parents, retour de vacances, là, j'ai vécu le manque, j'ai vécu la souffrance de la dépendance. Ma mère était extrêmement jalouse, je demandais si j'avais reçu un courrier, elle était très agressive. Et si bien qu'à un moment donné, je me rappelle bien, clairement, sur les marches de l'escalier qui menait à ma classe, j'ai dit j'en ai marre de souffrir. Je me suis dit à l'intérieur de moi, c'est fini. Et j'ai senti comme s'il y avait une épée à l'intérieur de moi qui coupait ce lien d'attachement. Mais alors, c'est un mouvement énergétique, je ne sais pas comment... je suis sûrement allé trop loin, parce que je ne croyais plus en l'amour, je ne croyais même plus en Dieu, je ne croyais plus en rien.
ne peux pas dire que je l'ai perdue vraiment, enfant, parce qu'elle n'était pas loin, elle était juste à côté. Et disons que chaque jour, elle montait un petit peu, mais elle était recouverte par la colère et la tristesse de fond qui étaient là, et qui étaient liées au fait que ma situation de vie était pas satisfaisante. Et donc moi, je crois que la joie, elle est naturelle, elle est spontanément là, quand on laisse une personne vivre selon son enfant intérieur, tu vois, selon son désir spontané. Qu'est-ce que je désire vraiment vivre? Et que j'ai le courage d'axer ma vie là-dessus. Qu'est-ce qui a pu ou peut encourager cette joie ou au contraire vous en couper? Je dirais que ce qui m'a coupé de la joie dans mon parcours, ça a été un sens de la responsabilité, du devoir, de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout, qui pouvait être déconnecté d'une écoute intérieure et donc de la joie intérieure. Peut-être aussi je peux voir qu'il y avait aussi le souci de prendre soin de l'autre, que l'autre soit bien, au détriment de cette écoute. Et donc ça entraînait une perte de joie, ou une perte de contact avec la joie. Parce que là, je commençais à devenir moins moi-même, en fait, à plus vivre à l'extérieur. À l'extérieur de ce cœur profond, de cette écoute. Donc ça, je dirais que ce sont les mécanismes avec un conditionnement vers le sérieux qui m'ont pendant un temps déconnecté de cette joie. Ah oui, c'est ça. Ce qui me vient, tu vois, c'est que les moments les plus joyeux que j'ai vécu, à part enfant, c'est quand je voyageais en Inde et pendant les vacances, pendant mes études de droit, et là j'allais où je voulais. Donc je pouvais décider tous les jours de me déplacer comme je voulais, et donc je vivais vraiment une liberté et une écoute profonde de mon élan. De mon élan d'âme. Je me souviens, je suis monté comme ça jusqu'aux sources du Gange à Gangotri avec 2 amis et un ami indien. Et ça, c'était vraiment un moment de pure joie, de pur bonheur. Et cette joie, elle venait du fait de me permettre enfin de vivre d'une manière qui était tout à fait la mienne. Donc plus dans l'attente des autres, du tout en fait, juste de suivre ma voie intérieure. Ça, c'était des moments vraiment très joyeux. Donc finalement, pour répondre à ta question du début, je dirais que j'ai trouvé la joie infinie sans la chercher. C'était pas ça que je cherchais, mais c'est ça que j'ai trouvé. C'est la joie d'être sans plus aucune histoire sur soi-même, aucune définition de soi-même. Ça, c'est la joie de l'enfant, en fait, qui ne s'est pas encore conceptualisé, qui ne s'est pas encore raconté, mais juste qui se vit. Il y a vraiment un paradoxe, comment on arrive à contenir cette joie sous des couches mentale et émotionnelle et de sensations physiques ou d'énergie plus subtile, mais mais de la même manière, un seul nuage suffit pour cacher le soleil, hein. C'est un peu comme ça. Pour moi, cette joie profonde aujourd'hui, c'est cette félicité de la réalité profonde. Et les moments où je la sens le plus, c'est quand l'attention se dépose dans le silence. Mais cette joie infinie, elle est intérieure. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous la donner. J'ai l'impression que le plus grand obstacle à la joie, c'est
le refus intérieur de ressentir. Cette protection de refus, ce refus de ressentir l'instant tel qu'il est. L'être humain, il préfère se raconter toute une histoire sur l'instant plutôt que de le ressentir pleinement. Donc non seulement il ne ressent pas l'instant tel qu'il est, il se raconte une histoire, puis il appelle ses copains ou sa femme pour raconter l'histoire. Et puis cette histoire, elle va durer dans le temps, alors que l'instant là, l'invitation plus profonde, c'est juste de ressentir. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est touché. La conscience, notre vraie nature, elle est d'une sensibilité infinie, mais qui, on croyait, a appris à se protéger. Et moins on se protège, plus on retrouve la joie. La joie d'être, la joie d'être soi, la joie d'être la vie, la joie d'être, de ressentir. La joie, ça passe par le fait de ressentir avec grande sensibilité ce qui est là. C'est comme ça que la joie se goûte. Parce que si on est anesthésié, comme dans un scaphandre, c'est difficile de trouver la joie. Ce qui me vient, c'est que la vie, je l'ai dit tout à l'heure, elle est éminemment joyeuse. Mais dès qu'on l'enferme, on commence à se prendre pour quelqu'un, à se raconter une histoire sur nous-mêmes, à faire référence au passé. Alors l'attention se rétrécit, se focalise sur quelque chose de plus petit. Mais la joie, elle est toujours là. Donc j'ai l'impression que c'est plus de se mettre dans des conditions extérieures qui favorisent cette connexion, ou de les attendre de la vie qui les propose, qui m'amène ça, plus que quelque chose qui viendrait de la force de mon biceps ou de mes biceps mentaux ou autre. La joie, elle vient sans effort, elle est là. Alors, il faudrait prendre en référence une joie ou une autre. Bon, il y a des points communs. Le point commun, pour moi, c'est la connexion. C'est vraiment la connexion. Il y a une reliance. Il y a une reliance si je prends mon rêve avec ma mère et ma grand-mère, là, c'est une reliance à la lignée des femmes, à la lignée des femmes et des mères dans mon histoire. Si je prends ces synchronicités avec mon père, c'est sentir d'être aimé du Père. Bon. C'est la joie d'être relié à plus grand que moi. Alors ça peut être relié à nous, ça peut être nous, toi et moi, là maintenant, ça peut être moi et l'arbre quand je suis seul. J'aime beaucoup la malice. Ah, voilà une autre qualité de la joie. Bah oui, je prends beaucoup de plaisir dans l'animation parce que il y a plein de malice. Je sais, je joue gentiment avec leur résistance, leur peur, et j'ai confiance dans la renommée que je peux avoir dans ce domaine pour que les hommes essayent, testent, même s'ils ont quand même, ils nous disent de le faire. D'autres l'ont fait avant nous, et puis allez, j'essaye, et ça marche. Et ça, tu vois, il y a un petit côté. Jacques le malicieux. Ouais, non, j'aime bien. Et cette joie, tu parles de joie, et pour moi c'est ça la joie, c'est se sentir relié. Et la reliance avec les humains peut m'apporter des joies, bien sûr, avec les femmes en particulier, ou dans le cadre de mes stages, je me sens relié avec ces hommes qui me font confiance. Tu vois, on me reconnaît, on m'aime, et moi je donne le meilleur de moi, et il y a comme un dialogue qui s'installe à partir de ça.
Voilà pour moi ce que c'est que la joie, avec un grand J majuscule. Alors bien sûr, à certains moments, je peux être joyeux sans raison apparente, parce que c'est la joie qui est là. C'est ce qui domine, je me sens joyeux, je me sens donc prêt à faire des petites boutades, à être dans du jeu, enfin bon. Mais en tout cas, c'est pas tributaire d'avoir quelque chose en termes de matériel. C'est de l'ordre de la connexion, ça peut se passer sans juste un regard. Ça m'est arrivé aussi de sentir la joie en regardant quelqu'un dans les yeux, de se reconnaître. Et c'est même pas que ça pétille, c'est un puits qui s'ouvre et une connexion qui se passe. Oui, de toute façon, maintenant, j'ai compris que l'être est lié à la joie, quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas relié à qui tu es, si tu n'es pas qui tu es en faisant ce qui te met en joie, ben non, tu n'as pas la joie. C'est-à-dire que, bon, même pour le sensitif, se laisser aller à la vie, tout simplement. Donc, c'est une qualité d'être. La joie liée aux capacités créatives, elle concerne aussi beaucoup de monde, parce que les gens en général, leur source de joie, c'est leur source de créativité. Là, ça concerne aussi beaucoup de monde. Je ne suis pas du tout le seul à être en joie parce que j'arrive à me réaliser, quoi. Toutes les personnes qui réussissent, qui arrivent à se réaliser, ça peut être dans la cuisine, dans n'importe quoi, dans le fait de faire du parapente, etc. Toutes les personnes qui réussissent à se réaliser en se surpassant éprouvent la joie. Et ça, c'est une qualité d'être aussi. Puisque ça veut dire qu'on est aligné avec qui on est. Et le troisième type de joie, là où il est plus rare, ouais, là c'est vraiment l'alignement avec l'être spirituel. C'est d'avoir une quête, quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est la quête de l'extraordinaire. La quête de ce qui nous manque pour mieux comprendre la réalité, pour arriver à passer un seuil qui va nous permettre, par exemple, par les temps qui courent, d'aller vers le nouveau monde. Donc c'est l'éveil de la conscience. Et moi, c'est ma quête de la compréhension de l'extraordinaire. Là, c'est quand même plus rare, mais c'est ma source de joie principale aujourd'hui. Le problème principal qui nous empêche de nous relier, c'est le conditionnement. Et dans mon modèle de la conscience, il y a 3 sources de conditionnement, parce que la conscience a 3 centres. Les 3 centres de la conscience, c'est le mental, l'émotionnel et l'ego. Le mental, c'est à la fois conscient et inconscient, c'est tout ce qui est mécanique chez nous, quoi. C'est le vélo, c'est le penseur, celui qui analyse tout en permanence. Il y a l'émotionnel, par contre, là, l'émotionnel, il peut être esclave du mental, mais il peut aussi ne pas l'être, il peut aussi conduire le mental. Ça dépend. Plus les émotions sont positives et plus elles conduisent le mental, plus elles sont négatives et plus elles sont esclaves du mental. Et là aussi, il y a de l'inconscient et du conscient. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas plus ses pensées que ses émotions, parce que ça remonte de l'inconscient. Et il y a l'ego. L'ego, c'est uniquement le conscient qui fait la synthèse des deux, qui dit je suis telle personne et j'ai telle image à préserver, j'ai tels intérêts à préserver. Et l'ego a un équilibre à préserver par rapport à la situation de la personne dans la société,
son job, ses amis, sa femme, ses gosses, ses possessions, etc. Ça, c'est l'ego. Et l'ego, lui, c'est le gardien de l'identité fausse, évidemment. C'est le gardien de la personnalité, de la fausse identité. Qui est juste utile, elle est utile, cette fausse identité, cette personnalité. Mais ça ne correspond pas à l'être. D'accord ? Eh bien, ces trois aspects de la conscience sont trois sources de conditionnement. C'est-à-dire le mental est conditionné parce qu'il est formaté, l'émotionnel est conditionné parce qu'il est conditionné par tout le qu'en dira-t-on, tous les jugements, tous les... Voilà, quand tu découvres la joie d'exister, ou le fait que effectivement la joie valide ta vocation, etc., tout ça, bon... Après l'ego, t'en as rien à cirer. D'une certaine manière, on pourrait dire que la joie nous amène à dépasser les conditionnements mentaux, émotionnels et égotiques. La joie amène à dépasser l'ego. D'ailleurs, justement, c'est ce que je voulais dire. Pour dépasser le conditionnement mental, il faut lâcher prise. Pour dépasser le conditionnement émotionnel, il faut avoir confiance, développer la confiance. Et pour dépasser le conditionnement de l'ego, il faut être en joie. Il n'y a rien qui ne se commande là-dedans. Parce que lâcher prise, ça ne se commande pas. On peut demander au cerveau de lâcher prise, il n'y arrivera pas. Avoir confiance et se libérer de l'ego, alors là, c'est pas évident du tout. C'est la première mort, on appelle ça la première mort. Tellement c'est considéré comme pas évident. En général, c'est autour de la cinquantaine ou entre 40 et 50 ans. La joie, c'est automatique dès qu'on est déconditionné. Ou alors dès qu'on est sorti du corps, ce qui est un déconditionnement encore plus intégral. Mais il n'y a pas besoin de sortir de son corps. Il suffit d'être déconditionné et la joie devient automatique puisque c'est le conditionnement qui empêche... En fait, la question doit être posée... Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Absolument. J'allais la poser après dans l'autre sens, de dire voilà, quelles sont au contraire les conditions en fait qui vont permettre de manifester la joie. On en a évoqué quelques-unes. On a évoqué le lien, la connexion à la nature. C'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'un enfant, il est naturellement en joie, qu'on est naturellement des êtres faits de joie, et que c'est l'incarnation qui nous empêche l'incarnation d'une part, et le conditionnement d'autre part. Parce que s'il n'y avait pas le conditionnement, on pourrait vivre joyeusement notre incarnation. Et le conditionnement vient de la nécessité de vivre en société et du fait qu'on vit dans une société prédatrice en fait. Donc on vit dans un système prédateur où il y a soi-disant les meilleurs et ceux qui doivent être laissés sur le carreau. Et donc une société comme ça fabrique la peur. Et le conditionnement qui vient du fait qu'on va tout faire pour éliminer la peur. Donc ça veut dire se fabriquer, suivre les codes pour ne jamais avoir de problème. C'est-à-dire on raisonne trop en disant je ne veux pas avoir de problème. On veut se mettre en sécurité. C'est le boulot de l'ego, c'est de se mettre en sécurité. Alors que pour vivre la joie, paradoxalement, il faut se mettre en insécurité. Ça, c'est très important, ça c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Lorsqu'on ne se met pas en danger, lorsqu'on ne se met jamais en danger, on ne peut pas éprouver la joie. Moi je pense que j'ai souvent éprouvé la joie parce que je me suis souvent mis en danger. On n'est pas fait pour vivre en sécurité. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en insécurité parce que c'est quand même dangereux, mais il faut arriver à doser. Il faut trouver le bon équilibre. Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion se déployer, dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. Donc j'ai vu le point important pour moi de retrouver cette liberté du joueur et du jouisseur.
d'aller spontanément vers ce qui me donnait le plus de plaisir, de joie, de bonheur. Très très vite, j'ai vu que c'était l'enjeu, quoi. Que le jeu était l'enjeu. C'est ça. Et que c'était le vivre maintenant. Tu vois, j'ai vu très vite en enfant. En fait, j'étais très très vite philosophe, tu vois, de me poser la question pourquoi les gens sont aussi malheureux apparemment autour de moi. Et je voyais qu'ils ne suivaient pas les bonnes méthodes, alors que c'était si simple, par le jeu, par l'art et par un peu d'intelligence, de faire en sorte que tout le monde soit dans la joie. Mais par contre, je n'y arrivais pas tout seul quand j'étais enfant, et c'est qu'à l'adolescence, vers 14-15 ans, que là vraiment j'ai vécu mes grands moments de joie, d'affirmation de ma liberté, quoi. Et j'ai une autre joie qui me revient, qui est super importante, c'est que j'avais une très très grande joie à vivre les moments de famille, avec ma grand-mère, mon grand-père, un peu à la maison aussi, mais avec mes parents. Parce que c'était assez tendu, ils se disputaient beaucoup, mais il y avait des moments où on riait beaucoup. C'était l'atmosphère bon vivant italienne où on riait beaucoup. Donc ça me soulageait un peu. Mais comme je me sentais très différent d'eux, je ne pouvais pas trop rentrer dans leur monde. Donc j'étais beaucoup renfermé et catastrophé de l'état du monde aussi, ce que je découvrais. J'étais aussi déprimé de ce que je voyais autour de moi. Donc c'est pour ça que la joie était, je pense déjà depuis le tout jeune âge, j'étais déjà plutôt déprimé. Et en même temps conscient de ces moments joyeux et non joyeux. J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'accéder à un état complètement différent. Et j'ai vu que c'était le but, qu'on était en vie pour atteindre ça. Et quand ça arrivait, je disais « Ah, ça arrive, c'est possible ». Et comment je peux faire durer cet état, qui était des états où la joie était vraiment là, et m'envahissait complètement, mais je voyais que c'était fugace, et que ça ne dépendait pas de moi. D'où ma prise de conscience que mon but, c'était d'atteindre cet état et de le maintenir. Le plus gros frein, c'était l'empêchement à la liberté. Okay. On m'obligeait à travailler, à apprendre des choses à l'école, par exemple, ça c'était horrible pour moi. Alors que par ailleurs, j'adorais apprendre et comprendre, mais librement. Et c'est aussi que je vivais dans un monde un peu culpabilisant, d'aller vers le bonheur et la joie. C'était non, tu dois travailler, tu dois te soumettre. C'était un peu l'ambiance encore un peu judéo-chrétienne d'un côté, et puis après ma propre sentiment de culpabilité, quoi. Qui fait que je ne pouvais pas m'autoriser à être heureux parce que d'autres étaient malheureux. J'étais aussi dans ce mécanisme-là jusqu'à l'adolescence où là j'ai pris ma vie en main et je me suis dit voilà, je suis seul responsable de mon bonheur et je vais faire ce qu'il faut pour créer ces conditions de vie libre surtout. Et de recréer l'espace pour moi fondamental qui est celui de l'amitié et la famille. Donc j'ai recréé une famille très vite et là la joie est revenue très fortement et là elle ne m'a pas quitté là, à partir de l'âge de 16-17 ans. Amitié, famille, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le lien? Ouais, c'est le lien et c'est le fait d'une joie partagée, c'est l'amour. Donc c'est surtout l'amour. Si tu as des liens qui ne sont pas dans l'amour, tu peux avoir des liens d'attachement. Donc moi je suis très très sensible au fait qu'il y a une vibration joyeuse qui est en fait celle de l'amour. L'amour étant à ce moment-là la joie partagée. C'est ça. En fait, si tu regardes bien, l'amour c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une vibration qui est la même. Et qui est une sorte de réjouissance, de célébration de ce que la vie devient, se savoure elle-même, tu vois, s'apprécie elle-même. Et donc ça passe par tous les sens,
Et si tes sens sont frustrés, si tes désirs sont frustrés, il n'y a pas la joie, quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Surtout en l'amenant à libérer sa dimension créative, donc artiste, parce que nécessairement la vie va créer de la valeur, va créer quelque chose qui améliore, donc que ce soit la beauté ou n'importe quelle dimension qui apporte de la qualité, qui apporte de la richesse, qui fait monter dans les degrés de joie. Après, moi, je ferais une distinction entre des circonstances heureuses où on est plutôt joyeux et à la limite même des fois indifférent ou pas totalement éveillé, avec une constance. C'est ça. Bien sûr. Qui est au fond du sac et que moi c'est ça que je prends pour bliss, quoi. Bien sûr. C'est aussi, on peut dire, la chance, quoi. C'est se sentir que la vie te sourit quoi qu'il arrive, quoi. Il y a quelque chose au fond qui est toujours un grand sourire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois, la vie, en fait, pour moi, je la vois vraiment tranchante et en même temps gentille. C'est-à-dire qu'elle veut t'amener gentiment au-delà de tout ce que tu peux faire pour te limiter. Et quelque part, ultimement, elle ne donne pas le choix. Donc c'est où on comprend ce sens-là et on accepte, et du coup on va la trouver, cette joie. Parce que là on est dans le flot de la vie, on va avec ce que la vie demande. Du coup, pourquoi on ne serait pas en joie avec ça? C'est quand on est en contradiction, en contravention avec ce que la vie veut pour nous, et qu'on pense qu'on va faire mieux ou différemment ou autrement, qu'il y a un saboteur qui se met là-dedans, dans l'inconscient, et c'est toujours basé, c'est une fausse idée qu'on a de soi, c'est une illusion à cause qu'on se cache une peur. Tu vois. Je pense que l'ennemi de la joie, c'est la trouille. Hein. C'est la trouille. Ah ouais, je pense clairement. que c'est ça. Ouais. Parce que ça amène tout le monde à être victime, à se plaindre, et du coup à remettre la responsabilité sur les circonstances. Voilà. C'est le système éducatif qui nous tente à vouloir nous identifier à une personne pensante. Donc je suis ce que je pense et que tous les quotas, c'est lié sur mes résultats aux examens. Là déjà, il y a une source de dépression énorme parce que je n'honore pas qui je suis. Et cette joie-là, ça ne fait pas partie du lot. C'est sûrement... Non, il faut des résultats. Il faut être capable de penser. Et on pense sans joie. Parce que je vois les gens que j'ai côtoyés qui étaient brillants intellectuellement, finalement, ils trimballaient une vraie tristesse cachée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se l'avouer. C'est pour ça qu'ils créent des clubs, on pourrait dire des clubs de bien-être, où on va surtout se jurer qu'on ne va jamais parler de notre manque de joie. Donc on va créer de la joie distractive. La joie... C'est comme les humoristes, c'est la chute. La joie explose dans la chute du paradoxe. Donc, tant qu'on est d'un côté, on ne va pas pouvoir être joyeux. Si on a pris un a priori sur une définition de la réalité, on ne pourra pas rire. Là, voilà. Je pense que tout nous rit au nez, parce que tout est paradoxal. Si on ne peut pas s'ouvrir au paradoxe, on est dans la prise de position, on est unilatéral, on est d'un côté de la chose. On ne prend pas les deux. Du coup, on ne peut pas rire. Pas vraiment. Ou alors on va rire, on va être l'objet de la risée. Et là, c'est dur à prendre. C'est bientôt la fin de cette première partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité du témoignage de chaque invité dans l'épisode spécifique qui lui est dédié. Dans la deuxième partie, nous retrouverons nos 5 invités pour aborder sous le prisme de la joie le jeu des polarités masculines et féminines, le couple amoureux conscient et pour finir les vertus de permettre aux hommes de cheminer en conscience entre eux. Si ces témoignages vous ont inspiré, partagez-les et recommandez les hommes de joie autour de vous.
Les hommes de joie, pour l'éternité, hein, pour l'infini. Les hommes de joie. Les hommes de joie. Les hommes de joie, le podcast.